Ich bin ein Berliner. Entre ici, Jean Moulin. Yes, we can. Je vous ai compris. C'est un vieux pays. Vive le Québec libre. I have a dream. I have a dream. Bonjour à tous et bienvenue sur l'Apnix pour la 6e émission de l'année et la 2e émission de notre équipe. Alors après l'émission de Charlotte sur le Liban, c'est un sujet assez différent que nous abordons cette semaine. En effet, pas de fait d'actualité en particulier, mais il serait impensable de dire que notre sujet du jour ne fait pas l'actualité en général. En effet, en cette journée consacrée aux violences faites aux femmes, nous tenons nous aussi à parler des femmes autour du sujet incontournable de l'Apnix, les relations internationales. Alors, je tiens à préciser avant le début de l'émission que cette émission ne saurait être exhaustive et explorer tous les points de vue. Le temps nous limite et les points de vue seront les plus objectifs possibles, nous l'espérons. Donc n'hésitez pas à commenter, à donner vos points de vue, mais toujours dans la bienveillance, parce que nous faisons ce qu'on peut. Alors cette semaine encore, 4 chroniqueurs et une invitée. Alors 4 chroniques qui vont essayer parfaitement de se compléter pour nous présenter les meilleurs points de vue et les meilleures analyses sur ce sujet. On va commencer par Sabrina. Bonjour Sabrina. Bonjour. De quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui ? Alors moi je vais vous parler des femmes au pouvoir dans l'histoire. Eh ben super, on a hâte de cette petite chronologie. Alors après toi, on aura Sarah. De quoi vas-tu nous parler, Sarah ? Bonjour, moi je vais parler des organisations qui luttent contre le féminisme dans le monde. Ok, bah tu seras complétée juste après par Margot. Et Margot, de quoi tu vas nous parler ? Et bien moi je vais vous parler donc des femmes et des partis politiques dans le monde. Ok, et enfin Rodrigo, de quoi tu vas nous parler, Rodrigo ? Je vais parler des femmes au pouvoir aujourd'hui. Ok, bah pour compléter ces 4 chroniques, nous avons cette semaine une invitée. Bonjour invitée mystère, est-ce que tu peux te présenter ? Alors bonjour, je m'appelle Loane, je représente l'association Allions-nous, le collectif féministe intersectionnel de Lyon 3. Donc voilà, je suis ravie d'être là. Donc Loane n'hésitera pas à intervenir dans vos chroniques, à vous compléter, à donner son point de vue. Et puis on parlera en fin d'émission un peu de l'association Allions-nous, de ses projets en ce moment et en quoi Allions-nous peut nous aider sur ces questions-là. Donc je vais laisser Sabrina commencer cette émission. C'est parti. Comme chaque semaine, fais-nous rêver. Comme d'habitude. Moi, en fait, je voulais commencer ma chronique par une question. Je vous embête dès le début. Je voulais savoir si vous pouviez chacun me citer au moins une femme qui a été au pouvoir avant le XXe siècle. Catherine II de Russie. Oui. Catherine de Médicis. Je sais pas si elle est très connue. Je sais pas si... Bah si, quand même. Si. La reine Victoria. Ah merde, c'est pas dans le 20e. Si, c'est dans le 20e siècle. Non, elle a été... Je crois qu'elle était au pouvoir début 20e siècle, il me semble. Ah bon, bah merci à tous. Oh là là, j'ai pas d'idée. Là, c'est la reine d'Écosse, là, Marie Stuart. Marie Stuart. Marie Stuart. Ouais. Puis en France, il y a eu des régences aussi, des reines qui ont pris la place, genre Louise de Savoie, tout ça. Mon collège représente. Du coup, en fait, je vous ai posé cette question. C'est pas du tout que vous manquez de culture ou quoi que ce soit, hein, mais c'est juste que finalement, on voit que c'est pas si facile que ça de citer des femmes qui ont été au pouvoir politique en dehors de l'histoire contemporaine. Et ça témoigne de 2 choses, du coup. Déjà, du fait que les femmes, elles ont toujours eu un accès qui était plus faible au pouvoir politique que les hommes. Et aussi du fait que les femmes qui ont eu accès ont été vraiment invisibilisées par l'histoire. Donc traditionnellement, les femmes ont toujours été cantonnées à la sphère privée, donc à des fonctions de reproduction et de soins qui apportent à la famille, au foyer. Et du coup, ce rôle de la femme, il s'est opposé à celui de l'homme, donc qui est l'homme citoyen investi dans la sphère publique et politique. Cependant, il serait inexact quand même de dire que les femmes n'ont pas eu des liens avec le pouvoir politique, donc qu'ils soient directs ou indirects. Est-ce que tu peux nous dire donc à quand remontent les premières formes de liens entre les femmes et le pouvoir ? Du coup, les liens des femmes avec le pouvoir politique, on peut dire qu'ils ont commencé avec les sociétés et les tribus matriarcales. Donc ce sont en fait tout simplement des sociétés où le pouvoir et l'autorité est détenu par les femmes. Et donc, d'après l'historienne Marija Gimbutas, il aurait existé dès la préhistoire des formes de pouvoir matriarcal qui étaient fondées sur le culte de la déesse mère. En fait, ce culte vénérait la fécondité et la fertilité de la nature qui étaient associées à des représentations féminines. Donc du coup, les femmes avaient une place centrale. Mais du coup, ce pouvoir matriarcal, il aurait disparu lors de la seconde révolution néolithique,
notamment avec l'invasion de tribus indo-européennes qui auraient du coup imposé leur modèle patriarcal. Cependant, à noter quand même qu'il existe toujours aujourd'hui dans le monde des sociétés et des tribus matriarcales. Par exemple, on peut citer les Na, qui est une ethnie dans le sud-ouest de la Chine, mais ces sociétés et ces tribus ont quand même tendance à... Enfin, leur spécificité culturelle, en tout cas, ont tendance à disparaître, notamment à cause du tourisme et de l'influence culturelle des pays voisins. Pour avancer un petit peu dans le temps, et donc passer à l'Antiquité, on peut dire que les relations en fait, entre les femmes et le pouvoir politique varient beaucoup en fait, selon les endroits. Donc, dans certains régimes politiques, tout lien en fait, avec le pouvoir politique leur est nié. Donc, par exemple, c'est le cas en Grèce ou dans la République romaine. En fait, les femmes, elles sont considérées comme des éternelles mineures d'âge, et donc à ce titre, elles ne disposent d'aucun droit politique. Donc, comme quoi, c'est finalement assez éloigné de l'image qu'on se fait en général de la République romaine et de la démocratie grecque. Pas si inclusive. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est les citoyens, mais pas les femmes. Faut pas déconner non plus. Ensuite, pour ce qui est des empires, souvent ce sont surtout les femmes des empereurs qui vont exercer une influence sur le pouvoir politique. Donc, par exemple, on peut citer le cas de Sophonisbe, qui a épousé le roi Syphax de Numidie au IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc la Numidie, pour situer, c'est en Afrique du Nord, enfin aujourd'hui ce serait l'Afrique du Nord. Et donc beaucoup d'historiens gréco-romains ont rapporté qu'en fait elle avait une très grande influence sur les décisions de son mari. Mais il a également aussi existé des régimes politiques dans lesquels les femmes pouvaient avoir pleinement accès au pouvoir. Donc par exemple c'est le cas de l'Égypte antique, où en fait les femmes étaient considérées comme égales aux hommes aux yeux de la loi, et donc c'était pas rare en fait qu'elles accèdent à des fonctions sociales qui étaient assez élevées, voire même à la fonction suprême de pharaon. Et donc au total, l'Égypte antique a connu 27 femmes pharaons, et donc parmi lesquelles du coup la plus connue qui est Cléopâtre VII, parce que du coup c'est que la 7e finalement. Et voilà. Ok, et qu'en est-il du Moyen-Âge, parce qu'on arrive au Moyen-Âge là. Oui, alors pour le Moyen-Âge, là aussi en fait la situation elle va beaucoup varier selon les endroits. Donc dans certains pays, simplement les femmes n'ont pas le droit d'accéder au pouvoir politique, sauf en tant que régente, comme on l'avait évoqué avant. Donc c'est notamment le cas au Royaume de France et dans le Saint-Empire romain germanique. Et donc dans ces régimes-là, du coup, c'est surtout les reines qui vont exercer un peu d'influence sur le pouvoir politique, mais en général leur influence est un peu concurrencée par les conseillers du roi, qui sont eux des hommes issus de la noblesse. Cependant, cette interdiction d'accéder au pouvoir politique, elle est propre qu'à quelques pays. Et on a quand même eu des femmes qui ont dirigé des royaumes et des empires au Moyen-Âge. Attention, non compliqué en approche. Ouais, alors je vais essayer de faire ce que je peux, mais je vous garantis rien. Donc du coup, j'ai pris quelques exemples, histoire d'être... d'avoir des exemples un peu partout, mais c'est pas du tout exhaustif. Donc par exemple, on a eu les deux sœurs, je vais essayer, Burukhan-Dukt et Arzamendukt, qui ont dirigé l'empire perse au VIe siècle. On a eu également l'impératrice chinoise Wu Seitan, qui a fondé sa propre dynastie, dont elle était l'empereur saint et suprême, rien que ça. Et on peut également citer Marie Tudor ou Élisabeth Ier, qui ont dirigé l'Angleterre au XVIe siècle. Du coup, comme je l'ai dit, c'est pas du tout une liste exhaustive, hein, c'est juste pour donner des exemples. Et à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque contemporaine, on a également les courtisanes qui deviennent de plus en plus nombreuses. Donc elles existaient déjà bien avant, mais elles ont une place particulièrement importante à cette époque-là. Donc les courtisanes, ce sont des femmes qui sont entretenues par des hommes politiques ou des nobles sur qui elles pouvaient avoir une grande influence. Et du coup, c'est une manière indirecte pour les femmes d'influencer le pouvoir politique. Et donc ces courtisanes, elles existent en Europe, mais pas seulement, on les retrouve aussi en Asie, par exemple avec les Oiran, qui étaient des courtisanes de très haut rang au Japon. Alors on arrive dans ta chronologie à une période où les régimes, notamment en Occident, tendent à se démocratiser. Bon ou mauvais signe pour la place des femmes ? Alors, la démocratisation des régimes politiques, enfin en tout cas celle qui s'opère en Occident, c'est pas forcément accompagné tout de suite d'un rôle plus important des femmes par rapport au pouvoir politique. Puisque en fait dans ces régimes souvent la citoyenneté est accordée aux hommes et donc les femmes en sont exclues, mais progressivement elles vont revendiquer leur droit à participer à la vie politique. Donc par exemple vous connaissez tous les suffragettes au Royaume-Uni, et donc finalement le droit de vote des femmes leur a été accordé dès la fin du 19e siècle. Donc le pays précurseur, c'est la Nouvelle-Zélande qui leur a accordé ce droit en 1893. Toujours précurseur la Nouvelle-Zélande, ouais. Toujours dans les bons bails. Toujours dans le turfu. Et donc
Et après, le droit de vote, en général, il s'est accompagné soit en même temps, soit un peu plus tard du droit d'éligibilité. Cependant, on peut dire qu'aujourd'hui, la participation des femmes à la vie politique reste quand même très limitée dans certains pays. Donc, par exemple, en Arabie Saoudite, seules les femmes qui sont titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur peuvent se présenter aux élections locales. Élections locales juste parce qu'il n'y a pas d'élection nationale. L'Arabie Saoudite n'est pas spécialement une démocratie. Mais là, j'ai pris un exemple de pays qui n'est pas spécialement connu pour être le pays le plus respectueux du droit des femmes. Mais même dans des pays où les droits des femmes ont une place qui est plus importante, force est de constater qu'elles sont quand même encore loin d'avoir un accès qui est aussi important que les hommes au pouvoir politique. Et même lorsqu'elles y arrivent, elles font encore face à des injonctions sexistes. Eh ben, on espère que tout ça ira dans le sens dans lequel il a débuté, c'est-à-dire de plus en plus d'inclusion, de plus en plus de parité. Merci pour cette chronique. Et là, on a une chronique, attention, de haute voltige dans le monde de l'humour et de la gaudriole, puisque Sarah va nous faire tout de même une chronique sérieuse sur les ONG féministes, mais accompagnée de quelques ponctuations humoristiques. Vas-y, on te laisse nous raconter ça, Sarah. Alors c'est parti. Donc comme dit précédemment, je ne vais pas parler exactement de féminisme, mais plutôt d'organisations qui luttent contre les inégalités hommes-femmes. Ça se rapproche, mais c'est pas exactement la même chose. Donc je vais vous en présenter deux. La première, c'est une ONG que je connais bien, elle s'appelle CARE. CARE, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une organisation qui lutte... Attendez, je vais vous donner la réponse aussi facilement, puisqu'on est encore dans une chronique ludique. Toujours. Je vais faire un petit quiz, donc n'hésitez pas à répondre, chroniqueur, invité chez vous et même notre invité ici. Donc, sur quel domaine se portent les actions de CARE ? Réponse A. La lutte des inégalités hommes-femmes et la protection de l'environnement. Réponse B. La lutte des inégalités hommes-femmes, les situations d'urgence et la protection de l'environnement. Et attention, la réponse C. La lutte des inégalités hommes-femmes et la propagation du Saint-Mauré dans le monde. Bravo à tous. Réponse C directement, clairement. Alors, est-ce que vous avez une idée ? Parce que moi, j'ai comme chaque semaine la réponse, mais... C'est pas drôle. B peut-être. B. Et oui, malheureusement, c'est pas la C. Je suis désolée. Je suis déçue. Mais ouais, elle lutte sur pas mal de domaines. Elle est à l'origine de beaucoup d'actions. Ces derniers mois, elle s'est battue contre le tabou des règles en France, par exemple. Elle a fait un photoshoot avec des mannequins qui portaient des culottes tachées de sang. Donc c'est un sujet qui est assez tabou, dont elle ose parler. En Égypte, elle travaille sur plusieurs axes, dont l'autonomisation des femmes. Yes, je l'ai dit du premier coup. Et comme elle ne s'adresse pas uniquement aux femmes, en Roumanie, elle vient en aide aux enfants abandonnés. C'est une association en fait qui défend un peu toutes les minorités et toutes les oppressions. Un peu sur tous les fronts. Ok. De plus, sa grande qualité, et c'est qu'après une aide d'urgence, elle reste sur place, comme par exemple au Yémen, un pays où elle est établie depuis 1992, et depuis le gros conflit de 2015, elle reste un des rares acteurs encore sur place, et ça fait plutôt pas mal, puisqu'elle vient en aide à 1,5 million de Yéménites chaque année. Donc c'est plutôt cool, donc une ONG plutôt badass, je trouve. Mais revenons-en aux inégalités hommes-femmes. CARE est l'association Equipop, aussi appelée Équilibre et Population. Cette ONG Équilibre et Population, elle agit pour la santé et le droit des femmes et des filles dans le monde. Et donc ces deux associations sont à l'origine du W7. Mais qu'est-ce que le W7 ? C'est là qu'intervient la deuxième question quiz. Alors, on est dans le paroxysme de la boutade. Réponse A. Les toilettes nouvelle génération pour femmes. Oh là là. Pitié. Réponse B. Whoop 7, la suite des Totally Spies. Peut-être, hein, j'aimerais bien. Réponse C. Women 7, un groupe d'engagement visant à influer le G7. Je pense qu'il y a peu de doute là. Ouais, là. Ouais, non, Dis-nous tout. Et ouais, c'était facile, c'était bien sûr la suite des Totally Spies. Non, je rigole. Le Women 7 est un groupe d'engagement visant à influer, je vais pas arriver à le dire ce mot, sur le G7. Cette année, il s'est tenu le 9 et 10 mai à Paris. Il dénonçait la sous-représentation des femmes lors du sommet du G7.
un sommet dont le thème était la lutte contre les inégalités. Les personnes du W7 ont alors présenté tout un tas de prérogatives au G7. Qu'est-ce qui a donc été retenu lors du G7 ? C'est donc l'heure de la dernière question quiz. Oh non, déjà la dernière. Je suis désolée, toutes les bonnes choses ont une fin. Alors, combien de mesures en faveur des femmes ont été enclenchées lors du G7 ? Réponse A, aucune. Réponse B, un tiers des mesures enclenchées sont en faveur des femmes. Réponse C, une seule est en faveur des femmes. Bon, peut-être... Une Une seule, ouais. Optimiste, mais... Et non, c'est la réponse B, un tiers. Oh, Une bonne nouvelle pour une fois. C'est donc 3 mesures sur 9 mesures enclenchées lors du G7 qui sont en faveur des femmes. Un chiffre plutôt optimiste. Ces mesures, elles favorisent donc l'émancipation des femmes, elles luttent contre les violences sexuelles et pour les droits des femmes. Une chronique qui a quoi de nous rendre optimistes pour la condition des femmes dans le monde. Et pour une fois, une chronique optimiste de la part de Sarah, une chronique qui j'espère vous aura fait stopper l'émission tellement vous avez rigolé. C'est notre cas ici, là, j'avoue que j'ai du mal à reprendre mon souffle. On va pouvoir enchaîner avec notre troisième chronique, qui est la chronique de Margot, qui va nous parler, je crois bien, des partis politiques et des femmes. C'est un peu plus sérieux, moi, hein, désolée. Donc, les femmes et les partis politiques. Donc, cette année, lors des élections européennes, il y a Nathalie Loiseau qui a affirmé que son parti était le seul à faire des propositions féministes. Nathalie Loiseau qui était la tête de liste de la liste République en Marche. Ouais, en France. Alors, même si cette affirmation est controversée, elle a dit quand même une sous-représentation des femmes dans le monde de la politique et dans les partis politiques de manière plus précise. Selon Sophie Hein, qui est politologue à l'Université libre de Bruxelles et à l'Université d'Oxford, la fermeture de la sphère politique aux femmes s'est longtemps expliquée par leur tendance naturelle à s'intéresser aux choses concrètes, aux émotions, aux relations de proximité et à la famille, ce qui les rendrait inaptes à participer à l'exercice du pouvoir. Et ces clichés ont malheureusement pendant longtemps été partagés dans nos sociétés. En Europe, les femmes continuent à être minoritaires dans toutes les institutions politiques, au niveau national comme européen. Les instances internationales ont pris des mesures quand même pour instaurer une démocratie paritaire, ce qui signifie une volonté quand même d'instaurer une égalité des sexes en politique. Et de plus en plus de partis politiques dits féministes naissent. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait me donner la définition du féminisme ? C'est pas trop une question piège. Hein, compliqué un peu. Bah, je sais pas, c'est l'ensemble des mouvements qui défendent les droits des femmes. Alors presque. Donc selon Larousse, c'est un mouvement militant pour l'amélioration et l'extension du rôle et des droits des femmes dans la société. Ok. Ça va, tu t'en sors bien. Donc à votre avis, est-ce qu'il y a beaucoup de partis féministes dans le monde ? Bah, je pense pas. Enfin, en tout cas, ils font pas de gros scores aux élections. En tout cas, ils sont pas très médiatisés. Moi, je pense que oui. Hein. Enfin, mais qu'on en parle pas beaucoup. Ils sont nombreux, mais cachés. Ouais. C'est un peu ça. Bah, comme c'est des partis très spécifiques, du coup, on n'entend pas beaucoup parler. C'est comme les partis animalistes, par exemple. Oui, c'est ça. Ce que j'allais dire, partis animalistes, c'est pareil. Et ben alors, il faut savoir que j'ai eu beaucoup de mal quand même à trouver une liste des différents partis. J'ai passé un moment. Mais j'ai trouvé quelques exemples, en fait. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal. Mais c'est ça en fait, ils font de très petits scores, donc je vais vous donner quelques exemples. Donc en Suède, il y a l'initiative féministe qui a été créée en 2005 et qui a une représentation qu'à l'échelle municipale par exemple. C'est 27 conseillers sur 12 978. Ce qui est pas beaucoup. Oui, c'est ça. Et en fait, en 1994, il y a des féministes suédoises qui ont menacé de créer un parti féministe. Et ça a poussé la majorité des formations à créer des listes paritaires. Il faut faire des menaces pour avoir des listes paritaires, c'est parfait. Aux États-Unis, il y a le National Women's Party de 1916, qui a été créé en 1916 et dissous en 1930, qui a été présent à l'échelle locale et qui a promu le droit de vote aux femmes, ce qui a plutôt bien marché. En Australie, il y a le Australian Women's Party qui a été créé en 1995, dissous en 2003, qui était pour une représentation égale des hommes et des femmes à tout niveau du gouvernement. Au Canada, Feminist Party of Canada, 1979, créé en 1979. En Allemagne, Feministische Partei die Frauen.
Frauen, s'il te plaît. Frauen. Un petit peu de respect pour la langue. Son allemand LV2 là. LV1, madame. Qui n'a pas... Excuse-moi. Ah ouais, c'est un autre niveau. Qui n'a pas eu de siège. En Islande, le Women's List de 1983 à 2000, qui a eu entre 3 à 6 sièges au Parlement. En Inde, Womanist Party of India, qui a été créé en 2003, qui est pour l'émancipation de la femme. En Israël, le Women's Party en 1979, qui n'a pas eu de siège. Et en Turquie, il y a le Women's Party, qui a été créé en 2014, qui revendique l'égalité sociale entre les sexes. Donc il y en a d'autres, mais ils restent très minoritaires et ont très peu d'impact dans leur pays. Donc il en existe un certain nombre, mais ils sont souvent un échec car ils n'obtiennent que peu de votes lors des élections. Mais de nombreux partis traditionnels ont incorporé dans leur programme des revendications féministes. Alors cette initiative est parfois critiquée par des féministes qui soutiennent que ces partis font cela pour mieux contrôler le féminisme. Bon, libre à vous de penser ce que vous voulez. Il existe aussi de nombreux mouvements féministes, comme en Belgique, les femmes prévoyantes socialistes, créées en 1922, qui sont actives dans les domaines de la santé et de la citoyenneté. En France, le mouvement de libération des femmes, qui a été créé en mai 1968, qui revendique la libre disposition du corps des femmes et remet en question la société patriarcale. Et aux États-Unis, le Women's Lib des années 60, qui proteste contre le sexisme et la discrimination dont les femmes sont victimes et réclament une réelle égalité des droits avec les hommes. Donc si on observe quand même une amélioration de la place plus importante des femmes dans la sphère politique, avec la prise en compte de revendications féministes par les partis traditionnels, il y a quand même peu de partis politiques avec une idéologie vraiment féministe et qui n'ont pas beaucoup d'influence finalement. C'est vrai qu'en fait ils sont un peu confrontés au fait à la réalité électorale et aux besoins de défendre ça, parce que quand tu fais un mouvement avec uniquement des propositions féministes, malheureusement on peut difficilement s'accrocher vu qu'il n'y a pas d'économie. C'est ça, de toucher une large sphère. Donc il faudrait que ce soit en fait incorporé dans tous les partis, dans toutes leurs mesures. Ce serait peut-être ça la solution. Et ben merci pour cette chronique. On va pouvoir passer à notre dernière chronique qui est celle de Rodrigo. Alors Rodrigo, je crois qu'il va nous parler des femmes au pouvoir aujourd'hui dans le monde. Oui, c'est ça. Donc, comme nous avons vu précédemment avec l'intervention de Sabrina, la figure féminine dans l'histoire est peu connue, du fait que notre vision de l'histoire reste assez paternaliste. En Occident notamment, le rôle de la femme a été très limité et borné par des préjudices. D'abord, du côté anglo-saxon, la mouvance féministe est lancée par les suffragettes. Tout d'abord, il faut savoir que le terme suffragette a été donné pour porter en dérision ce mouvement-là. On discréditait ce mouvement en donnant des traits masculins, ça c'est dans les caricatures. On faisait des attaques ad hominem sur leur orientation sexuelle soi-disant saphique, et on associait surtout certaines peurs du monde libéral avec le mouvement, donc le socialisme entre autres. Les conflits mondiaux du XXe siècle bouleversent la démographie ainsi que les consciences. La femme aide énormément à l'effort de guerre et occupe le rôle de chef de foyer lorsque son mari est mobilisé. Donc les mentalités évoluent et à la suite du mouvement de libération des 60s, on ne retrouve plus la femme cantonnée au seul rôle de mère de foyer, mais dans un grand panel d'activités. Aujourd'hui, il ne semble pas étonnant de trouver des femmes à la tête d'entreprises ainsi que dans des rôles importants dans les gouvernements mondiaux. Elle peut avoir un rôle important dans la sphère politique ainsi que dans la sphère économique, sans oublier bien sûr son rôle créatif dans les ONG. La femme d'aujourd'hui n'est plus un acteur passif, donc face au choix de vie, elle n'est plus cantonnée au rôle soi-disant donné par la nature. Aujourd'hui, la femme s'implique de manière approfondie dans la politique. Cette figure-là, cette figure féminine, elle sera perçue de manière différente à son homologue masculin. Donc, d'après une sociologue nommée Éléonore Lépinard, dans son ouvrage « Les femmes, vecteurs de changement politique local, réalité et illusion d'un discours », la politicienne aura une tendance naturelle à être à l'écoute, à être plus empathique et moins ambitieuse. Donc ce sont des qualités qui sont mises en avant car considérées innées, mais ne prendre en compte que ces qualités peut aussi conduire à ignorer les compétences qui ont permis l'élection de ces femmes-là, et cela contribue de manière non volontaire à la création de stéréotypes. Alors quelques femmes célèbres au pouvoir aujourd'hui.
l'actuelle chancelière allemande Angela Merkel, donc numéro 1 dans le classement Forbes de femmes de pouvoir. Elle est considérée également de facto comme la leader de l'Union européenne. La chancelière est une des seules femmes sur Terre pouvant tenir tête à Trump, notamment lorsque celui-ci remet en cause l'engagement de l'Allemagne dans l'OTAN. La position de Merkel à la tête d'un des pays les plus puissants du globe lui assure une certaine légitimité au moment d'entamer des négociations, notamment autour de la dépendance énergétique allemande aux hydrocarbures provenant de Russie. Elle est également la politicienne elle est la personne politique la plus populaire en Allemagne, et malgré cela, la chancelière ne se présentera pas pour un mandat supplémentaire. Alors c'est vrai que je pense que ça me faisait penser à quelque chose, le fait qu'on fasse des classements Forbes des femmes les plus puissantes dans le monde, ça prouve bien qu'il y a encore quand même un retard pour qu'on doive séparer les femmes pour qu'elles aient un classement de puissance dans le monde, c'est-à-dire pourquoi il n'y a pas un classement des personnalités les plus puissantes dans le monde. C'est quand même bien qu'il y a un problème de parité dans l'accès au pouvoir si on est obligé de faire des classements séparés. Enfin bref. La sphère économique, est-ce qu'elle comporte aussi des femmes puissantes et des femmes importantes ? Oui, bien sûr, la sphère économique n'est pas étrangère à la présence de femmes. Donc on compte dedans des structures qui se chargent de conseiller certains États, comme le Fonds monétaire international, qui est dirigé par la française Christine Lagarde depuis 2011. Qui maintenant est directrice de la BCE. Également. Donc pendant cette période de 8 ans, le FMI navigue dans la crise d'endettement de la zone euro, et arrive notamment à réduire la menace de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Lagarde est également avant-gardiste, car elle énonce la possibilité aux banques centrales de produire une crypto-devise, comme le Bitcoin, enfin des similaires quoi. Économiste, cette partie est faite pour vous. Selon elle, les banques ont le rôle de fournir de l'argent à l'économie mondiale digitale. Mais Christine Lagarde est également très engagée sur l'égalité entre les hommes et les femmes, puisque d'après elle, l'égalité amène à une croissance de l'économie, ainsi qu'à une stabilité accrue dans les pays qui la permettent. D'ailleurs, récemment, il y a eu une photo qui a été publiée sur les réseaux sociaux par Christine Lagarde de son premier conseil à la BCE. En fait, on voit la table ronde, elle, seule femme, et tous ses conseillers sont des hommes. Du coup, elle a pris plein de remarques. En fait, il y a des tableaux dans la pièce et des gens qui disaient heureusement qu'il y a des tableaux pour mettre 2-3 femmes dans la discussion, parce que elle est directrice de la BCE, c'est la seule femme aux réunions de conseil. Donc ça progresse, mais pas tout à fait. Mais justement, il était marqué qu'elle refusait de donner des conférences ou assister à des réunions où elle était la seule femme, donc c'est pour ça que ça m'étonne un peu. Oui, c'est un peu surprenant, mais bon, après, des fois, elle est bien obligée de composer avec les aléas. Au bout d'un moment, elle ferait rien sinon, je pense. Oui, voilà, c'est ça. Malheureusement, il y a des contraintes, comme on disait tout à l'heure avec les partis féministes, quoi. C'est super qu'il y ait des partis qui défendent uniquement le féminisme, mais leur problème, c'est qu'ils peuvent pas arriver au pouvoir en tant que tel. Voilà. D'autres femmes importantes en économie. On t'a coupé, Rodrigo, excuse-moi. Donc une autre femme qui est impliquée dans l'économie, mais pas dans le même versant, pas dans le Conseil d'État, mais plus dans la spéculation et la finance, ce serait Abigail Johnson, donc c'est la PDG de Fidelity Investments, qui est une multinationale spécialisée dans la gestion d'actifs pour compte de tiers. Donc elle est comme Lagarde en fait, elle est très ouverte sur les possibilités de la crypto-monnaie, parce qu'en 2018, elle a lancé une plateforme qui permet aux investisseurs d'échanger en Ether et en Bitcoin, donc c'est deux crypto-devises. Et comme Lagarde, elle est très engagée dans le combat pour l'égalité. En 2019, elle lance un fonds commun d'investissement qui vise essentiellement des entreprises qui ont un pourcentage élevé de femmes dans le conseil d'administration. Enfin, dans leur conseil d'administration plutôt. Alors, une dernière femme de pouvoir, peut-être dans le domaine des ONG plutôt. C'est une ONG, mais c'est aussi un organisme privé. On peut citer Melinda Gates. Donc elle gère l'œuvre de charité privée la plus grande au monde. Elle est la co-directrice du coup de Bill and Melinda Gates Foundation, fondation avec laquelle elle a combattu pour le droit des femmes et des filles dans le monde. Et récemment, elle avait fait une interview en octobre 2019, où elle affirme vouloir donner $1 milliard afin de promouvoir l'égalité entre sexes. Eh ben, merci Rodrigo pour ce beau panel de femmes au pouvoir. On espère qu'il sera de plus en plus étendu et qu'on n'aura plus
à faire une chronique dédiée pour parler des femmes au pouvoir et que ce sera quelque chose de naturel. Alors on va pouvoir passer à notre invité qui nous fait la joie d'être avec nous, qui fait partie du principal mouvement féministe, enfin je vais te laisser le définir plus correctement que moi, de Lyon 3 qui est Allions-nous. Et bien la parole est à toi Loane. Merci. Alors juste brièvement pour revenir sur le sujet que vous avez traité à travers vos chroniques, je pense que le pouvoir politique par rapport à la représentation des femmes, je pense que le pouvoir politique tel qu'on le connaît depuis l'État moderne a été construit et a été amené à évoluer par les hommes pour les hommes. Et c'est peut-être pour ça que la place de la femme est compliquée, puisque elle l'aurait peut-être pas construit de cette manière si elle avait été inclue à l'origine. Et je pense que c'est aussi parce qu'on apprend même à l'université comment fonctionne le pouvoir politique à travers le prisme d'un regard masculin et pas forcément féminin. Et du coup, je pense que c'est pour ça que l'émergence de partis exclusivement féminins ou pour la cause féministe, leur émergence un peu au sein, et de leur représentation au sein du pouvoir politique est compliquée, parce que forcément quand on cherche le pouvoir et qu'on voit que le pouvoir est donné et accordé principalement aux hommes, quand on voyait Hillary Clinton par exemple, qui n'est pas dans un parti féministe, mais qui doit s'allier comme elle peut pour arriver au pouvoir, on se dit que malheureusement, c'est peut-être que les règles du jeu ne sont pas faites pour les femmes de base. Et c'est vrai que souvent on dit, quand il y a des femmes qui présentent au pouvoir, on dit ça c'est une femme de poigne ou quelque chose comme ça. C'est vrai qu'elles doivent souvent avoir des attributs qualités, masculins, comme Margaret Thatcher par exemple au Royaume-Uni, on lui attribuait plein de caractères. C'était pas une femme bonne à épouser, mais par contre c'était très bien, elle pouvait faire le pouvoir parce qu'elle était autoritaire. Donc comme quoi il y a un amalgame entre le genre et le pouvoir politique qui est parfois inapproprié, je pense. Merci de la précision. Donc parle-nous un peu d'Allions-nous. Alors Allions-nous, c'est la seule association féministe de l'université Lyon 3 à Lyon. C'est une association qui se veut collectif féministe intersectionnel, c'est-à-dire qu'on va s'approcher du féminisme et de la cause féministe à travers plusieurs regards et en luttant contre toutes les discriminations et donc pas que en fonction du genre. On a plusieurs types d'actions qui sont menées, qui sont d'abord théoriques, puisqu'on fait de la sensibilisation à travers des conférences, à travers des cafés-débats, mais on se fait aussi des actions concrètes, notamment celle qui doit être un peu connue à Lyon 3, c'est la collecte Alerte Rouge, qui a pour but de récolter des serviettes hygiéniques et des protections hygiéniques qu'on redistribuera via d'autres associations, notamment Thémis, aux personnes sans abri. On va notamment faire une interview avec France 3 à ce sujet prochainement. Donc on fait des actions concrètes. Là actuellement on va inaugurer une exposition photo pour dénoncer aujourd'hui à l'occasion de la journée contre les violences faites aux femmes, pour dénoncer un peu ce qui se fait vraiment et pour ouvrir un peu les yeux. Donc c'est de la sensibilisation concrète puisqu'on a une expo qui est dans la BU de Lyon 3. N'hésitez pas à aller voir, c'est libre d'accès à la BU Lyon 3. Voilà, et après, du coup, c'est une association plus globalement qui est vraiment ouverte à tout le monde, qui n'est pas ouverte qu'aux femmes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les associations féministes ne sont ouvertes qu'aux femmes et que la cause, plus généralement, du féminisme ne s'adresse qu'aux femmes, ce qui est, à notre sens, faux, et on a vraiment une démarche inclusive. Voilà, donc n'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet, c'est Allions-nous, donc à Lyon comme la ville de Lyon-nous.fr. Non, parce que je précise, on aime bien, nous aussi les jeux de mots, on adore. Et donc j'en profite, si j'ai le temps, vas-y, de parler un peu de mon projet, en l'occurrence au sein de l'association, que j'ai lancé en ce début d'année, qui consiste à donner la parole aux hommes concernant le féminisme, parce que pour moi c'est très important de pouvoir créer un temps d'échange entre les genres, puisque la question de genre semble vraiment centrale en ce moment, et que je pense que pour parler féminisme, il faut parler aux femmes et aux hommes qui sont concernés, parce que si on a besoin de parler féminisme, il faut en parler à tout le monde. Et donc du coup mon projet c'est de préparer un questionnaire type, d'aller interroger des hommes de différents milieux, de différents âges, de différentes croyances, de différentes cultures, de faire un vrai entretien, hein. C'est pas juste balancer en doodle sur internet et faire de la stat, c'est pas du tout notre vocation, on veut vraiment faire de l'échange, avoir de la sensibilisation.
Et au terme de ces entretiens, on fera un petit bilan de notre côté pour pouvoir présenter quelque chose autour d'un café débat où on invitera évidemment tous les hommes qu'on a interrogés et on invitera tous les membres de l'association et tous ceux qui voudront venir débattre avec nous de ce sujet. Et l'idée, c'est vraiment de constater que les hommes peuvent avoir tel rapport au féminisme, quels moyens on peut trouver pour vraiment les inclure dans l'égalité homme-femme et comment on peut créer de la communication, notamment avec des hommes qui peut-être travaillent majoritairement avec d'autres hommes ou qui ne connaissent pas vraiment les relations hommes-femmes ou en tout cas pas telles qu'on la souhaiterait nous. Donc l'idée c'est vraiment de créer du lien et d'inclure tout le monde parce que on n'aime pas en tout cas l'approche du féminisme homme contre la femme ou la femme contre l'homme. C'est vraiment pas quelque chose qui nous intéresse. On peut comprendre en fonction des générations parce qu'on n'a pas vécu les mêmes choses que nos mères, nos grands-mères. Mais aujourd'hui, je pense que l'heure est à l'inclusion de tous autour de toutes les problématiques de discrimination et notamment des discriminations hommes-femmes. Eh ben, un beau projet en tout cas. Et n'hésitez pas, si vous nous écoutez, si vous êtes intéressé par ces questions-là, à aller en parler à Lyon-nous. La porte sera toujours ouverte, je pense, pour ce genre de discussion. Oui, n'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous êtes des hommes intéressés à répondre à mon questionnaire. Je serais ravie de prendre vos candidatures. Donc vous allez sur la page Facebook à Lyon-nous où vous pouvez nous envoyer un mail. Je serais ravie de venir vous interviewer et de vous sensibiliser. Très vite. Ils nous envoient des invités très sympathiques. Et ben, je pense que là-dessus on peut conclure. Merci à tous. Une fois de plus, on espère que cette émission ne fera pas de trop grands débats. On a essayé d'aborder les sujets de la manière la moins polémique possible, mais bon, comme dans tous les sujets où les passions militantes se mêlent, il y a toujours un peu de débat. Donc bon, n'hésitez pas à débattre de manière cordiale dans les commentaires de cette vidéo. Ça nous ferait très plaisir d'avoir vos retours. Et encore merci à vous 5 pour votre participation. Et la semaine prochaine, on se retrouve avec une nouvelle émission. Salut à tous!